La quête du bonheur, c'est un objectif universel, c'est même un objectif économique. L'Université de Montréal organise ce soir une conférence sur la quête du bonheur avec 3 chercheurs, un philosophe, un médecin et un économiste. Et cet économiste est notre invité ce soir, Marc Fleurbet. Bonsoir, M. Fleurbet. Bonsoir. Vous avez écrit plusieurs livres. Vous enseignez présentement aux États-Unis, à l'Université de Princeton. Vous avez été membre également de la commission Stiglitz-Sen Fitoussi il y a une dizaine d'années sur la mesure des performances économiques et du progrès social. Qu'est-ce que vous faites comme travail, comme économiste? Qu'est-ce que vous étudiez? Qu'est-ce qui vous intéresse principalement? En fait, la question du bonheur vient quand on s'intéresse à la question de l'évaluation des politiques publiques ou l'évaluation de l'état des sociétés, les inégalités et ces choses-là. Les inégalités, par exemple, qu'est-ce qui compte dans les inégalités? Les inégalités de quoi? Les richesses, les revenus ou quelque chose de plus complet parce que les gens ne s'intéressent pas seulement à leurs revenus, mais aussi à leur santé, à d'autres dimensions. Et donc, est-ce qu'il faut aller vers des choses plus subjectives? C'est ça la question. Plus subjectif parce que généralement, les économistes s'intéressent beaucoup à la production, à la valeur de la production, la valeur du revenu, des choses qui peuvent se mesurer. Vous, vous décrivez comme un économiste du bonheur, en quelque sorte. Ça, oui. Vous vous intéressez au bien-être. Comment on mesure ça? C'est ça. Donc, en fait, il y a une concurrence entre plusieurs candidats, plusieurs options. Donc, il y a quand même l'option objective et monétaire qui reste importante. Souvent, l'étude des inégalités se concentre sur les revenus. Oui. Mais on a envie quand même d'intégrer des dimensions complémentaires. La question, c'est comment on peut les intégrer. Et donc, vous avez 2 extrêmes. Un extrême, c'est donc les mesures monétaires, et l'autre extrême, c'est les mesures purement subjectives. Si je vous pose la question, êtes-vous content de votre vie dans son ensemble en ce moment? Voilà, Je vais vous dire oui. vous allez me donner un chiffre ou vous allez me donner une réponse. On peut essayer de la mettre en chiffres, de la mettre sur une échelle numérique et après de calculer la moyenne sur la population. Ça, c'est une façon d'apprécier aussi le bien-être des gens. Et mais il y a vous arrivez à des faire choses ça? entre ces 2 extrêmes. Oui, allez-y, expliquez-nous. Alors, entre les 2 extrêmes, on peut essayer de tenir compte quand même de l'importance que les gens attribuent à différentes choses, sans aller jusqu'à mesurer un chiffre du bonheur. Par exemple, on peut se demander, est-ce que les gens sont prêts à faire des arbitrages entre leur santé et leur consommation? Tous les jours, on prend des risques. Quand on va travailler, on traverse la rue, donc on prend des risques pour sa santé. Et donc, ces arbitrages, on peut essayer de les comprendre, de les estimer, et après de s'en servir, par exemple, pour corriger le revenu des gens des problèmes de santé qu'ils ont, en tenant compte de la valeur que cela représente pour eux. Donc, vous finissez quand même par mettre un chiffre, finalement. Et donc, on met un chiffre, mais c'est un chiffre qui n'est pas simplement la réponse que vous me donnez à la question sur votre bonheur, c'est quelque chose qui est votre revenu corrigé de ce que représente pour vous tel ou tel aspect de votre qualité de vie. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que de calculer la production ou calculer le revenu par habitant. Alors, c'est plus compliqué au sens où on a besoin d'avoir l'appréciation des gens eux-mêmes sur ce qui compte dans leur vie. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore trouvé de méthode qui soit très robuste, qui soit acceptée par tout le monde. C'est encore un vrai sujet de recherche. Cela dit, il y a quand même l'indice du bien-être de l'OCDE, par exemple, ou les travaux que vous avez menés avec Joseph Stiglitz notamment, où on disait on ne peut pas juste calculer la production, il faut calculer la destruction en quelque sorte, notamment la destruction environnementale. Donc, il y a déjà des travaux qui ont été faits, mais on n'arrive pas encore à bien calculer c'est quoi une bonne mesure du bonheur ou du bien-être. Voilà, et en fait, je crois qu'il faut ne pas garder l'illusion qu'il y a une seule bonne mesure, parce qu'il y a différentes approches de la question, il y a différentes philosophies de la justice, par exemple, et donc il faut sans doute respecter une diversité de vues sur la question. Et mon opinion, c'est qu'il faudrait plutôt aller vers une pluralité de mesures qui répondent aux différentes opinions des philosophes, des hommes politiques, des responsables et de l'homme de la rue sur ces questions-là. Pour arriver à quelque chose qui ressemble au bonheur national brut? Ou plutôt à une collection d'indices qui soient complémentaires et qui donnent une vision un peu différente des choses. Donc des indices plus objectifs, des indices plus subjectifs. Par exemple, vous avez des gens qui pensent que la seule chose qui compte, c'est la recherche du bonheur subjectif. Vous avez commencé l'émission en disant « c'est une quête universelle ». Il y a effectivement des gens pour lesquels c'est la philosophie de la vie. Mais tout le monde n'est pas sur cette longueur d'onde. Il y a des gens qui pensent que c'est des choses plus objectives qui comptent dans leur vie. Et donc, ça serait bien de tenir compte de cette diversité de philosophie. Est-ce que ce que vous me dites là est très éloigné de ce qu'on mesure et de ce qu'on vit aujourd'hui dans une économie et dans une société où la consommation représente 65-70 du produit intérieur brut? En fait, le revenu lui-même est déjà une sorte de résumé parce qu'on ne va pas regarder ce que les gens consomment dans le détail. On sait que le revenu, ça leur donne accès à des choses qui leur permettent de faire ce qu'ils veulent dans la vie.
Donc le revenu... Donc l'argent fait le bonheur. Pas tout à fait, mais l'argent, c'est un outil général, généraliste, qui permet de faire un peu ce qu'on veut en matière de consommation. Et donc, ça va déjà dans une direction de prendre en compte ce que les gens souhaitent faire dans la vie. Imaginez, si on faisait un indice qui comptait avec les mêmes pondérations pour tout le monde, la quantité de pain, la quantité d'eau, la quantité de pommes de terre, etc., qu'ils consomment, ça serait un indice qui serait un peu bizarre. Ça ne tiendrait pas du tout compte de la diversité des styles de vie des gens. Et donc, on veut aller dans cette direction-là, mais effectivement, il y a une diversité, il y a des candidats variés sur la façon d'intégrer des dimensions complémentaires. Donc, il y aura toujours un débat. Je ne pense pas qu'il faut chercher à le conclure. Il faut accepter cette diversité et produire. Le rôle des statisticiens et des économistes, c'est de produire les mesures qui sont pertinentes pour les clients, c'est-à-dire tous les citoyens. Que nous dit la montée du populisme? L'élection de Donald Trump, bien sûr, c'est probablement le fait le plus saillant, là, le plus important, mais il y a d'autres populismes qui se dégagent. Que nous dit la montée du populisme sur l'indice du bonheur? Disons cela comme ça. Oui, vous avez raison de faire le lien, en fait, parce que les gens, quand on interviewe les Trump voters, hein, les gens qui ont voté pour Trump, ils disent souvent, et on a entendu la même chose en France avec les Gilets jaunes, par exemple, qu'ils ont l'impression de ne pas être écoutés par les élites, que les élites les laissent de côté. Et donc, il y a besoin de vraiment prendre en compte la situation des gens telle qu'ils la perçoivent eux-mêmes, telle qu'ils voient les problèmes dans leur vie, les problèmes concrets. Et c'est vrai que les statistiques sont souvent incomplètes et ont du mal à vraiment refléter cette perception par les gens. Donc il y a vraiment un lien très étroit. Si on veut adresser le problème du populisme, ça peut passer par une meilleure mesure qui soit proche de ce que les gens vivent vraiment. Mais en tout cas, les populistes semblent la connaître, cette mesure-là. Alors les populistes ne la connaissent pas, mais les populistes promettent de façon fallacieuse de redonner le pouvoir au peuple. Et donc ce n'est pas du tout leur objectif véritable, mais effectivement c'est ce qu'ils promettent. Et donc c'est effectivement attirant pour des gens qui ont l'impression d'être laissés de côté, de ne pas être écoutés par les élites. Monsieur Fleurbet, merci beaucoup. Très intéressant. Merci à vous.